Alors, on va passer tout de suite donc, aux communications orales et on invite Madame Almihiba pour nous présenter une communication sur les champignons comestibles. Donc, vous avez 10 minutes. Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du monde des champignons. Je vais vous parler du monde des champignons. Ce monde qui nous fait malheureusement peur. Pourquoi? En vue de leur toxicité. Donc, je vais vous simplifier un petit peu les choses pour les connaître mieux. En fait, c'est quoi les champignons? Si on fait un petit sondage au niveau du peuple, on sera choqué. Pourquoi? Parce que tout le monde croit que les champignons sont des légumes, mais malheureusement, ils n'appartiennent pas au monde des végétaux. Pourquoi? Parce qu'ils ne possèdent pas ni de chlorophylle, ni du cellulose, et leur reproduction est purement asexuée, et ils sont des prédateurs, donc ils vivent aux dépens des autres. Aussi, leur dimension peut atteindre des kilomètres, donc ils sont des géants, et en même temps on trouve des milliers de champignons. Ils ont un rang très important dans la forêt. Donc, puisque vu ces caractéristiques, ils ne sont pas considérés comme des végétaux, mais plutôt ils appartiennent à un monde qu'on appelle le monde des fongies ou le monde des mycètes. La structure des champignons est très simple. En fait, la partie qu'on appelle les champignons communément est dite d'un point de vue scientifique le saprophore. Ce saprophore est issu d'un développement d'un réseau de mycélium. Le saprophore contient une partie très importante pour nous, les scientifiques, qu'on appelle les lamelles, ou d'un point de vue scientifique, on appelle les ménions. C'est quoi les ménions? C'est la partie qui va nous donner plus tard le champignon, ou c'est la partie qu'on utilise pour produire un champignon comestible. En fait, les ménions se trouvent tout juste au-dessus du chapeau du mycélium. Ce éminium, ou couramment appelé lame, on le prélève et à partir de lui on produit un mycélium sur boîte de pétri, ensuite des grains et par la suite on fait un ensemencement sur un substrat cellulosique pour avoir le champignon proprement dit. Et pour ceci, je vous invite plus tard pour visiter notre exposition sur la technique de production des champignons comestibles. En fait, les champignons ne peuvent pas se développer tout seuls. On peut les trouver sous 3 formes, soit sous la forme saprophyte, et donc ils se nourrissent aux dépens des restes végétaux ou autres, soit sous forme parasite, donc ils sont en association avec d'autres organismes, ou bien mycorhizes sur les arbres ou autres. La reproduction de ces champignons se fait par plusieurs étapes. Premièrement, les lames vont faire tomber. Les lames qui contiennent les spores, ces derniers vont tomber sur le substrat cellulosique et se développer pour donner un mycélium. La première étape, c'est que ces spores vont se développer pour donner un mycélium qu'on appelle le mycélium primaire. Ce mycélium est malheureusement vierge et stérile. Il ne peut pas donner lui seul un organisme entier. Donc il va s'associer à un autre mycélium primaire pour former un mycélium secondaire. Ce dernier, en s'attachant à un support cellulosique, va donner naissance à un saprophore qu'on appelle couramment le champignon. Voilà, c'est le cycle de reproduction de champignons. Pour l'identification des champignons, c'est la question qui intéresse tout le monde. Comment on peut savoir un champignon, c'est-il toxique ou comestible qu'on peut consommer? Bon, généralement, ce qu'on entend parler, c'est qu'il y a des astuces qui sont utilisées pour identifier ces champignons. Mais malheureusement, ces astuces ne sont pas toujours fiables. Donc, il faut se baser sur des astuces scientifiques ou des méthodes scientifiques. Qui dit méthode scientifique dit une identification macroscopique et une identification microscopique.
Pour l'identification macroscopique, elle est basée sur plusieurs critères, comme la forme du chapeau, la forme des lames, le pied, la chair, le goût, l'odeur, etc. Pour l'identification microscopique, elle se fait par le biais d'un microscope optique, et ça, c'est une affaire, il faut faire appel à un spécialiste. Pour la forme des chapeaux, on a plusieurs formes qui peuvent nous guider si le champignon est comestible ou non. Même chose pour la forme des lames et aussi pour l'aspect du pied. En ce qui concerne l'odeur, il y a plusieurs odeurs dépendant du type de champignon. Même chose pour la saveur, etc. Pour les biotopes, le biotope ou l'entourage où on trouve le champignon est vraiment important pour l'identification aussi des champignons s'ils sont comestibles ou toxiques. Donc, il faut se concentrer sur l'endroit où on a trouvé le champignon. En ce qui concerne l'aspect microscopique, j'ai bien dit qu'il faut se référer à un spécialiste pour identifier les champignons. Maintenant, je vais passer directement aux champignons dans la forêt. Donc, dans les forêts, on trouve plusieurs types de champignons qui sont toxiques ou comestibles. Je vais commencer je vais uniquement citer quelques exemples parce que les exemples sont vraiment variés. Il a atteint des centaines d'espèces. Pour les espèces printanières, on trouve par exemple la morie qui est une espèce très répandue et elle est comestible. On trouve aussi le pleurote que vous allez trouver dehors dans l'exposition des étudiants. Cette variété de pleurote est vraiment commercialisée dans le monde entier vu son importance, surtout sanitaire. On a aussi les amanites des fleurs qui sont aussi des espèces pas vraiment répandues et pas vraiment comestibles, donc il faut bien les identifier. On a aussi les bolets des épinettes. On a les foliotères ridés, on a les crêpes à porc, l'horizon, ce sont tous des champignons comestibles qu'on peut consommer. On a aussi les chanterelles communes, on a les chanterelles embronnées, on a les dermatoses du russel, on a les matustèques qui sont aussi des champignons comestibles, on a les bolets bains, on a les chanterelles en tube. On a les indes ombiliques qui sont des champignons qui peuvent atteindre les 5 kg de grammes, sont géantes. On a les pieds de mouton. Et en ce qui concerne les champignons toxiques, on a les amanites vireuses qui sont toxiques et largement répandues en forêt. Il y a plein de personnes qui confèrent avec les champignons de Paris. On a les bolets amers. On a les green-terres communes. Et avant de terminer, je veux juste attirer votre attention sur l'importance des champignons comestibles. Et malheureusement, cette culture qu'elle est dans l'oubli dans notre pays algérien, mais elle a une grande importance économique et surtout sanitaire. Donc malheureusement, on trouve que les autres pays, surtout les pays occidentaux, ils s'intéressent vraiment à cette culture. Mais nous, on ne trouve pas une culture vraiment dans ce sens. Donc notre consommation est basée principalement sur les champignons de Paris qui sont en conserve et non pas cultivés naturellement. Et pour ceci, je vous remercie pour votre attention. Tout de suite, on passe à la parole à Mme Touraba Cheima qui va nous présenter donc une communication sur la valorisation du pampignon. Valorisation du pampignon Pinus pinia dans la région de l'Ouest Constantine. Introduction et objectif. Le pampignon est l'une des essences caractéristiques de la flore méditerranéenne. Est un arbre qui peut atteindre 25 à 30 mètres dans des stations favorables. Cependant, il peut dépasser les 30 mètres sur les sols très fertiles et profonds. Parmi les pines méditerranéennes, le pampignon, considéré comme une essence isolée, est difficile à classifier d'un point de vue taxonomique.
Le Pimpignon est d'ordre pinal et la famille de Pinacées. Les noms scientifiques de Pimpignon, Pinus pinia en latin, Pin parasol en français, Pinot domesticum italien, Pinot pinignon espagnol et Assanobar camari en arabe. À l'état adulte, la croissance en hauteur diminue alors que les branches maîtresses continuent à s'allonger latéralement, donnant ainsi à l'arbre son aspect typique en parasol. La croissance est monocyclique avec des rameaux primaires d'un gris verdâtre. Pour les aiguilles du Pimpignon, d'invergre par de 10 à 20 cm de longueur réunis sur les rameaux. La fructification du Pimpignon débute de l'âge de 15 à 20 ans, abondant toutes les 3 ou 4 ans. Les coins sont solitaires, rarement réunis par 2 ou 3. Les bourgeons sont cylindriques, pointus, avec des écailles réfléchies d'un brun clair. Les floraisons pendant au mois de mai à juin. Le Pimpignon a un bois de cœur jaune rougeâtre avec une texture moyenne à grossière. Les noms sont gros. Le Pimpignon cicatrice bien les élagages néanmoins. Il est préférable d'intervenir pendant la période de repos de la végétation. L'utilisation de Pimpignon. Production fruitière. La valeur économique du Pimpignon vient essentiellement de sa production de pine, donc c'est 5 000 dinars pour 1 kg. Production ligneuse dans les zones climatiques humides et subhumides sur terrain fertile. Reboisement et protection, il joue un rôle extrêmement important dans la lutte contre l'érosion et fixation du dune. Le Pimpignon dans l'évolution du paysage est un arbre qui peut marquer le paysage de la région méditerranéenne. Aire de répartition géographique. Dans le monde, la superficie totale du Pimpignon couvre 600 000 hectares, 75% et en Espagne dans les tâches bioclimatiques humides. En Algérie, les plantations de Pimpignon ont été réalisées en 1974, couvrant une superficie totale de 3 506 hectares. D'après les résultats de l'inventaire forestier national réalisé en 2008, les 3 quarts des plantations de Pimpignon concernant la wilaya de Constantine avec une superficie totale de 2278 hectares. Elles sont localisées dans la région du Jbel-Mach, dans diverses stations étudiées. Donc, comment valoriser le Pimpignon? Dans ce contexte, ce travail est un thème d'actualité qui veut répondre aux préoccupations de la conservation des forêts de Constantine afin d'étendre les plantations dans la zone concernée et s'assurer son adaptation. Notre travail donc consiste à développer les points suivants: caractérisation dendrométrique et peuplement, productivité bois, cône et vigne, caractérisation physico-chimique des sols, germination, développement des semis et phénologie, croissance et fructification. La zone d'étude est la région de Jbel-Mach, la superficie de la région de Jbel-Mach, 66 535 hectares, avec 17 communes concernées, 0 de Youssef de Chouarad jusqu'à la commune de Ladahmoun. Sur une période de 20 ans, donc la région de Constantine a enregistré un climat semi-aride à hiver frais. Les stations des hautes altitudes dans la région de Jbel-Mach situées dans l'étage subhumide et les stations basse altitude dans l'étage semi-aride. Donc, d'après les images satellitaires, 9 stations de peuplement de Pimpignon ont été étudiées dans la région de Jbel-Mach, de la station de Keflikhel au nord jusqu'à la station d'El Hamli au sud-est. Les sites d'études ou les 9 stations, donc la station de Keflikhel, station de Dranaga, station de Matlab, station de Wedlarda, El Haddaj, El Bier, Tessinga, El Yaouf et la station de Hamli.
Le tableau suivant montre les caractéristiques de station. On observe deux stades d'évolution au perché et jeune futé dans la station de Kaflik-Hel. Jeune futé, la station de Drahna-Galbia-Sassinga et au perché pour la station de Niadour et El-Hamli. La forêt de Kaflik-Hel englobe la forêt de Wedler-Dam-Herdage avec une superficie totale de 1278 hectares. La superficie totale touchée par les incendies est estimée 128,7 hectares entre la station de Motlaq et Wedler. Le nombre de pays touchés par les incendies, 1914 pays. Échantillonnage et installation des placettes. Approche méthodologique, donc préparation du terrain et mesure dendrométrique. Donc pour la préparation du terrain, au niveau des stations, les parcelles homogènes du point de vue d'Ostini ont été délimitées à partir des images satellitaires. Donc la vectorisation des parcelles en images et choix des points de relevé, cas de station de Motlaq. Et la vectorisation des parcelles des peuplements selon la densité des arbres dans les différentes stations étudiées dans la région de Jbel Wahsh. Pour les mesures dendrométriques, pour chaque arbre, les paramètres suivants sont mesurés, le diamètre, donc la hauteur, etc. Caractéristiques dendrométriques des placettes échantillons de Perpignan. Donc le diamètre moyen minimum obtenu est 28,5 cm dans la station de Bignago et 38,15 dans la station d'El Haddaj. Deux stades d'évolution, on observe deux stades d'évolution. Donc au perché dans la station de El Hamli, Bignago, Motlaq avec la densité plus élevée et je faisais donc dans les stations de la Naga jusqu'à Bière avec une densité faible. Donc un coefficient d'élancement inférieur à 100, une bonne stabilité des peuplements de Perpignan dans la région de Jbel Wahsh. Pour le volume de bois, El Haddaj, El Bière, donc les stations les plus productives en bois sont Bignago et El Hamli. Potentiel pour le potentiel exploitable, El Haddaj, El Bière et Tessinga ont des diamètres supérieurs à 40 cm, c'est la catégorie de grosse bois. Pour le taux de mortalité et régénération, la mortalité est inférieure à 5,80%. Les stations les plus saines sont El Bière et Tessinga. Le taux de régénération inférieur à 11%. L'âge des surveillés varie entre 1 et 5 ans. Pour l'analyse des pressions immunaces, les pressions les plus observées sont les incendies et les coupes illicites, ainsi que les chapelets et les morts sur pied et pathologie du feuillage. C'est des cultures et production de coins et d'épines. Les coins sont récoltés manuellement dans les différentes stations étudiées. Pour les coins de 3e année, 3 catégories sont choisies, petits, moyens et grands. Au laboratoire, nous avons réalisé des mesures sur la longueur, largeur et le poids des cônes. Les cônes ont été par la suite trempés dans l'eau chaude et enfin séchés à l'issue pendant 48 heures à une température de 60 degrés Celsius. Et enfin, les cônes sont éclatés et nous avons par la suite les grains et les pesées. Production des cônes et des pines. Le tableau suivant montre qu'on a 30 à 45 cônes par arbre, on a 2 à 5 cônes par kilogramme, 45 à 155 grammes par cône. La production moyenne est comprise entre 3,8 à 523 tonnes, pile en coque, avec une surface totale de 2278. L'étude pédologique, donc le travail a été divisé en deux parties, donc étude de terrain, réalisation du profil pédologique et travail au laboratoire, les analyses physico-chimiques. Donc pour le potentiel hydrique pH, Tessinga présente un pH légèrement acide, les autres enregistrent le pH neutre. Pour le calcaire total, ils sont étudiés dans la région de Jbel Wahsh et non calcaire. La matière organique, donc l'horizon avec chaque station étudiée a une matière organique très élevée. Pour l'azote total, donc les stations étudiées a des valeurs inférieures à 0,11, donc qui est faiblement riche en azote.
Pour la texture, selon la classification des sols étudiés dans la région de Jbel Ouache, donc selon un triangle textural, une texture équilibrée. Donc les classes texturales sont limino-équilibrées, sable-argileux équilibré, lumino-argileux et argileuse. Études philologiques et croissance, donc nous avons choisi donc, les arbres sains, choisi des branches, le haut, le haut, le milieu et le bas. Donc nous allons faire des études comparatives entre la station de Jbel Ouache et la région de Aix-en-Provence en Marseille. Donc sur chaque branche, 5 rameaux ont mesuré donc l'axe principal, 2 paires de rameaux secondaires, un axe fort et un axe faible. Au laboratoire donc RSI à Aix-en-Provence, on mesure la longueur des pousses, la longueur des fleurs mâles et la longueur des aiguilles. Pour la productivité, on détermine le nombre de pans, le nombre des futures branches sur les hautes et les basses branches, les fortes et les faibles branches. On utilise donc pour agrandir les branches faibles pour les mesures. L'approche méthodologique suivie dans cette étude consiste à réaliser des mesures sur des branches récoltées du massif de Jbel Ouache de la station de Kafrikal pour analyser sa phénologie. Pour l'observation sur la croissance, donc les figures suivantes montrent relation entre les variables de croissance dans la région de Aix-en-Provence et la région de Jbel Ouache. Une décroissance remarquable au cours des années 2001-2008 et sont des années de gel et de sécheresse. Pour le nombre de cols ou la productivité, le taux de productivité de cols très faible en 2001, 2006, 2007 et 2016 pour la région de Aix-en-Provence. Au niveau des principaux rameaux, une augmentation considérable du nombre de cônes aux faibles et fortes rameaux. Dans la région de Jbel Ouache, augmentation des branches principales comparativement avec la région de Aix-en-Provence en France. Comme conclusion, à partir des paramètres d'analyse sylvicole, un niveau de développement des peuplements moyen, ce niveau est généré par une qualité stable, une mortalité élevée, un potentiel d'avenir moyen. On peut ressortir que diverses pressions présentes sur la forêt de pin-pignon de la région de Jbel Ouache, par ordre de menace des feux et les coupes illicites sont les premières. Pour la productivité des cônes et des pines, le nombre moyen de cônes de 3e et 4e année est 254 935 cônes. Les sols étudiés sont de formation récente et peu évolués. L'analyse barométrique révèle qu'ils présentent une texture équilibrée. Le changement climatique se traduit chez le pin-pignon essentiellement par un décalage temporal du démarrage et du développement des cycles de croissance à cause des températures élevées. Un accroissement des pluies semble homogénéiser la phénologie au sein du haut pays, la différence entre rameaux forts et faibles étant moins importante. Perspective. Donc pour les peuplements de pin-pignon dans la zone de Jbel Ouache, il faut faire l'objet d'une sylviculture appropriée, à savoir pratiquer des dégagements éclaircis dans les stations de Biliago et El Hamli. Il faut faire des élagages et des éclaircies périodiques de 8 à 10 ans dans les autres stations en respectant scrupuleusement la densité des peuplements qui doit être en moyenne de 100 à 150 tiges par hectare. Il faut l'utilisation du modèle espagnol pour appliquer une sylviculture adaptée et pratiquer des reboisements avec des semis greffés sur le pin d'alerte pour une meilleure tolérance au stress et une productivité. Pour éviter les incendies, il faut faire des barrières avec des plantations de feuilles. Et merci pour votre attention. Nous passons tout de suite à la prochaine communication. Donc, Mademoiselle Babiri sur l'abeille sauvage. On passe tout de suite à la communication de M. Basile Kemal. Je me présente M. Basile de l'Université de Constantine, faculté du département de biologie et écologie. Donc ma communication de la réserve de Jbel Ouache de Constantine, état des lieux et perspective. Donc en connaissant le territoire depuis mon jeune âge, franchement, ça me fait la peine de voir cet espace et ce milieu forestier disparaître devant nos yeux. Alors,
Bon, les différents types de forêts, comme vous connaissez, c'est des forêts à vocation de production, forêts à vocation de protection, forêts à vocation improductive. Les services fournis par les écosystèmes forestiers sont généralement des services d'approvisionnement ou bien des services de régulation, services de soutien et aussi, on a besoin des services culturels et spirituels. Alors, le massif de Jebel Louache, il se situe à 7 km au nord-est de la ville de Constantine. Cette unité est limitée au nord par les communes de Zirou-Doussat et Douchmoad et Hamabouzian, vers le sud par les communes d'El Khoroub et Ibn Badis, qui est là donc au sud, pardon. Et vous voyez donc ce massif qui se fait étouffer. Donc, qui se fait étrangler, étouffé par le béton sur son poteau. Alors, le massif de Jebel Louache est caractérisé par en fait, deux entités d'occupation des sols à dominance agro-pastorale et à peu près 31% à occupation ou bien à caractère forestier. Donc 19 hectares sont destinés pour la réserve de Jebel Louache. Alors, ce milieu forestier, ou bien cette réserve qui est un patrimoine et qui est menacé, donc en fait, il contient un arboretum historique avec 4 ou 5 beaux plans d'eau aménagés depuis la période coloniale. Ces milieux aquatiques sont considérés comme un apport d'humidité favorisant l'installation d'une diversité floristique et faunistique qui sont exposés à une dégradation et un assèchement, comme on le voit dans le lac numéro 1. Certainement par l'absence de la maintenance des vannes d'arrêt et des conduites de distribution, et probablement aussi à cause des fissures responsables de fuite des eaux. L'arboretum contient des espaces, une biodiversité composée par des espaces forestiers et ornementaux, résineuses et feuillus, exotiques, exotiques ou de provenance d'Algérie. Normalement, une étude réalisée, donc, elle a recensé à peu près 15 familles qui disparaissent actuellement. Parmi ces familles, nous avons donc les pinacées tels que le pin d'Alep, le pin pignon, le pin noir, pin radiata, cerf d'Atlas, sapin d'Espagne. D'ailleurs, là, le sapin d'Espagne, donc on peut trouver ces deux vieux sujets et en dépérissement. Nous avons le cèdre d'Himalaya, et le sapin de Numidie. Pour la famille des myrtacées, donc dans la réserve, donc, nous pouvons voir ces deux espaces, les Eucalyptus globulus et Camatuliensis. Pour les cupressacées, nous avons le cyprès d'Arizona, le genévrier oxycelle. Pour les fagacées, nous avons le chêne afares, nous avons le chêne zen. Pour les acéracées, nous avons l'érable champêtre et l'érable de Montpellier. Nous avons aussi le robinier Foacacia et le févier d'Amérique. Le micocoulier, l'orme champêtre également. Le peuplier noir et le peuplier blanc qui font partie de la famille des sapicacées. Pour les oliacées, donc vous avez l'Olia européa, le Fraxinus excelsior. Pour les thylacées, vous avez les thylloles à grandes feuilles. Les taxodiacées, nous avons un bouquet de séquoia géants et l'arbre de Julie.
La réserve contient une pépinière de 1,80 hectares gérée par la conservation des forêts, une capacité de production de 85 plants, destinée généralement à la sensibilisation et distribuée gratuitement au profit des établissements scolaires, des collectivités locales, institutions publiques et privées, comités de quartier. La réserve est riche aussi d'une faune que l'on retrouve un peu partout en Algérie. C'est l'un des endroits les plus attractifs de la région de Constantine grâce à la beauté de son paysage naturel. Ces lacs célèbres sont parc d'attraction. Le parc d'attraction existait autrefois. Le site suscite l'intérêt des chercheurs, pédagogues, associations et touristes. Actuellement, l'arboretum est menacé et en voie de disparition. Nous assistons à un vieillissement des espaces et une sévère action anthropique. L'arboretum dévoile aussi un lieu de délabrement, des coupes d'arbres et des branches, des signes de blessures sont souvent observés, piétinement des espaces verts, négligence des touristes et déversement de plusieurs types de déchets. Des constructions en ruine et d'autres ont été abandonnées depuis des années pour devenir des lieux de prédilection pour les délinquants, abris et niches de l'ancien Minizou, délabrés ou saccagés, pistes dégradées. Dispersion des pathogènes à cause de la fragilisation du milieu naturel. C'est un lieu abandonné à toutes sortes de vandalisme et insécurité des lieux. Pour un plan de réhabilitation et de développement pour la durabilité de cette réserve, l'une des propositions est aller vers les élus donner plus d'importance au sujet du parc de Djibril Ouache pour une réflexion meilleure et sérieuse afin de parvenir à une solution viable et de fond pour la bonne gestion de ce lieu touristique et premier poumon de la ville de Constantine. Nous proposons de redonner la vie au parc de loisirs et de détente et aux aires d'activité sportive, classer la forêt de Djibril Ouache en aire protégée en raison de sa richesse en biodiversité faunistique et floristique, réaménager les lacs et les retenues, préserver les ressources naturelles de la forêt de Djibril Ouache et freiner leur dégradation, maintenance des vannes et les conduites d'alimentation des lacs. Assurer un service de sécurité, installation des systèmes de caméras, pourquoi pas, aménager et organiser des parkings de voitures hors arboretum, installer des panneaux de signalisation et d'indication, aménager les chemins et les pistes. Veiller sur la propreté et l'entretien des lieux et assurer la collecte régulière des déchets, coordination scientifique de la conservation des forêts et l'université, développer le site de la pépinière et ses activités, proposer la réserve comme un musée à ciel ouvert. Encourager les activités des associations pour la sensibilisation et le développement durable de la forêt de Djibril Ouache pour l'information et la sensibilisation. Développer la notion d'écotourisme chez la population et les visiteurs, profiter des milieux naturels et lutter contre toute action de dégradation. Et par l'occasion, nous allons annoncer prochainement l'installation d'une association de la forêt modèle en collaboration avec la conservation des forêts et l'université de Constantine et tout secteur intéressé. Voilà, merci pour votre attention. Nous passons à la dernière communication. Monsieur Nissé, professeur Nissé. Salam alaikum. Comme le titre l'indique, anti-inflammatoire, activité affecting the fight from Morris negligence lipopolysaccharide, FDS, induced renal stress in rats. Je viens de titre, c'est-à-dire c'est l'utilisation des lectines comme un anti-inflammatoire. Et je rejoins l'idée de Madame Belayesh. Oui, Madame Belayesh, nos plantes sont très riches par des molécules. Apparemment, moi j'essaie d'utiliser une lectine qui est mal connue ici en Algérie, c'est les lectines. Bon, un petit historique sur les lectines. Ces lectines sont découvertes au 19e siècle, exactement en 1887 par Stillmark. Et à cette époque-là, sont connus sous plusieurs noms.
agglutination due à leur agglutination avec les hématies. Phyto-hémagglutination, c'est-à-dire phyto, c'est la partie chimique, c'est la production des lectines à partir des plantes. Héma, c'est l'UM, c'est le sang. Et agglutination, c'est l'agglutination avec ces hémacées. Jusqu'à 1954, c'est-à-dire Boyd et son compagnon ont donné le nom de lectine. Bon, ces lectines, c'est-à-dire c'est pour leur purification, c'est très simple. En général, c'est la méthode principale, c'est la chromatographie d'affinité. C'est-à-dire, on essaye de voir le sucre qui inhibe l'activité agglutinante et on le mélange avec un gel et puis on fait monter, c'est-à-dire notre colonne d'affinité et c'est-à-dire pour la purification est très simple et on confirme avec c'est normal avec des techniques plus performantes, c'est-à-dire l'HPLC, LPLC et d'autres techniques, les SDS-PEG. Et pour déterminer les poids moléculaires, c'est normal, on utilise plusieurs techniques, c'est le SDS-PEG, c'est le Maditov, c'est le spectre de masse, etc. etc. Bon, c'est notre plan de travail, introduction, matériel, résultat et conclusion. Bon, c'est-à-dire qu'on utilise le LPS, c'est un lipopolysaccharide, c'est-à-dire qui purifie à partir des bactéries, c'est-à-dire de genre grave moins. Sélectine, c'est-à-dire, on passe directement. On a 24 races, c'est normal. C'est-à-dire on a le contrôle et on injecte différentes concentrations à différents, c'est-à-dire rares. Après 14 jours de traitement et après 24 heures, c'est-à-dire on récupère, c'est normal, c'est-à-dire le sang pour faire des études biochimiques et on fait décapiter, c'est-à-dire les rats pour avoir les reins. En général, c'est des paramètres qu'on a étudiés. Bon, parmi les paramètres, c'est normal, c'est-à-dire après avoir le contrôle, et on compare, c'est-à-dire le lectine purifié avec le LPS et le lectine, c'est-à-dire le combiné entre lectine et le LPS, on trouve, c'est-à-dire c'est normal, il est à l'état contrôle, c'est normal, et puis c'est avec le LPS. Il y a une augmentation, c'est-à-dire de l'urée et de la créatinine et de l'acide ique. Tandis que, c'est-à-dire avec l'utilisation des lectines, c'est-à-dire combiné avec le LPS, on voit une certaine diminution. C'est les mêmes paramètres. Bon, on a fait une étude histologique sur les reins. Bon, on a le A, c'est le contrôle, c'est-à-dire on voit les cellules sont bien cernées, et on voit le B, c'est-à-dire il y a une dégénérescence. Indigérence des cellules et on voit, c'est-à-dire à la fin, c'est-à-dire le combiné entre le LPS et les lectines, on voit que les lectines sont, c'est-à-dire que les cellules sont bien rondes et les barrières sont bien uniformes. Donc, en conclusion, c'est-à-dire notre travail maintenant, parce qu'en général, premièrement, c'est-à-dire on va conclure notre résultat, est-ce que, c'est-à-dire nos lectines, parce que c'est-à-dire ces lectines se interactent avec les polysaccharides, est-ce que ces lectines interactent avec le lipopolysaccharide pour bloquer l'effet inflammatoire de cette LPS, ou bien, c'est-à-dire ces lectines, c'est-à-dire en quelque sorte, c'est-à-dire ont un effet inflammatoire. Et pour faire
ce travail, c'est-à-dire sur nos perspectives, on va essayer une autre étude, on essaie de provoquer une autre inflammation, en injectant, c'est-à-dire notre lectine, c'est pour prouver est-ce que c'est vraiment c'est un anti-inflammatoire ou bien non. C'est-à-dire c'est notre prochaine étude. Et merci de votre